notre premier arrêt est marqué au Cameroun avec cet autre scandale financier. On parle bien de l'affaire Glencore, l'un des plus grands groupes de négoce en matière première qui a récemment plaidé coupable de corruption dans certains pays africains. Le groupe Glencore qui a donc cité le Cameroun comme un pays envers lequel il aurait donné des pots de vin à certaines entreprises et donc plusieurs milliards de francs CFA versés à 2 entreprises camerounaises pendant 10 années qui indignent l'opinion camerounaise parce que figurez-vous bien, après, la mise en lumière de ce scandale-là, plusieurs hommes politiques ont réagi face à ce nouveau scandale. C'est un reportage que je vous invite à regarder. Il y a quelques jours, l'une des plus grandes entreprises de négoce en matières premières au monde a plaidé coupable de faits de corruption et de manipulation de marché en Afrique et en Amérique latine. Glencore, l'un des géants de l'exploitation pétrolière, affirme avoir offert des pots de vin à certaines entreprises pour accéder plus facilement aux contrats pétroliers dans ces pays, notamment le Brésil, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Venezuela et la Guinée équatoriale. La justice américaine somme alors l'entreprise de payer une amende de plus d'1,5 milliard de dollars, soit plus de 600 milliards de francs CFA. Le Cameroun figure dans la liste des pays épinglés par le géant. 2 entreprises sont citées, notamment la Société nationale des hydrocarbures et la Sonara, spécialisées respectivement dans la gestion des hydrocarbures et les opérations de raffinage. Elles auraient perçu un peu plus de 7 millions de dollars du groupe, ce qui équivaut à plus de 5 milliards de francs CFA pendant 10 années, pour les inciter à favoriser les opérations de Glencore dans le pays. À travers ce circuit, Glencore parvient ainsi à obtenir plusieurs cargaisons de pétrole brut à un prix indûment favorable. Un scandale financier et un nouveau rebond dans la corruption, un mal que le gouvernement camerounais s'attelle à combattre depuis quelques années. Depuis la mise en lumière de l'affaire, les sorties des hommes politiques se multiplient dans le pays. Certains souhaitent qu'une enquête parlementaire soit ouverte afin de déterminer l'ampleur du désastre dans la corruption pétrolière de Glencore au Cameroun. Pour d'autres, il est nécessaire de faire payer au groupe une somme considérable pour ses infractions pénales contre l'État du Cameroun. De retour sur ce plateau du Grand 7, nous sommes toujours en compagnie de Guy Stéphane Yassé, qui est un jeune homme politique et qui plus est représentant et communicant du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir au Cameroun. Il est avec nous cet après-midi et nous parlons, vous avez suivi le reportage tout à l'heure, c'est un nouveau scandale financier quand même qui fait assez débat depuis quelques semaines déjà dans les rues camerounaises et même sur la toile. Affaire Glencore, que s'est-il réellement passé, Guy Stéphane Yassé? Bon, ce qui s'est passé, vous pouvez le savoir mieux que moi, Marie-Vonne, vous êtes journaliste. Et puis avec le reportage d'Audrey Melingui, on peut voir que vous avez mené un certain nombre d'investigations. Moi, ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est l'opinion que l'on peut se faire. La première chose que je remarque, c'est que si Glencore a été contraint d'avouer qu'ils ont corrompu les Camerounais, qu'ils ont corrompu les autorités de la SNH, c'est parce qu'il y a un procès. Il faut en face à un procès et dans ce procès-là, il y a des dénonciations, il y a des preuves qui les a contraints à avouer qu'ils ont dû corrompre beaucoup de dirigeants de sociétés pétrolières parce que c'est un groupe minier, beaucoup de dirigeants de sociétés pétrolières et minières de l'Afrique sous-régionale. Donc le Cameroun n'est pas seul indexé. Maintenant, reconnaissons qu'au niveau de la corruption, nous avons beaucoup de chemin à faire. Nous avons beaucoup de chemin et quand moi-même j'ai vu cela, ça m'a scandalisé. Maintenant, j'ai également vu la réaction des autorités, du directeur de la SNH qui a, premièrement, dit qu'il ne se reconnaissait pas dans les déclarations de Glencore et qu'il allait contacter cette entreprise pour avoir de meilleures informations. Maintenant, scandale, oui, parce qu'il s'agit d'une entreprise parapublique, en quelque sorte, et si on pense qu'on a accordé des marchés à ce groupe-là, non pas sur la base de leurs compétences, sur leur capacité à livrer le marché,
mais plutôt sur leur capacité à soudoyer. Cela nous interroge sur la pertinence de tous les marchés qu'ils ont eu jusqu'ici à avoir avec le Cameroun. De mon point de vue, peut-être qu'il faut que le gouvernement camerounais attaque ce groupe-là, parce que si vous faites un marché dans un pays et vous osez dire quelques années plus tard que ce marché, on vous l'a attribué sur la base de la corruption, ça veut dire que vous n'étiez pas à la hauteur. Ça veut dire que vous admettez que vous avez commis un crime financier international. Et je pense que le Cameroun devrait attaquer Glencore au niveau international pour qu'ils aient à justifier de tous les marchés qu'ils ont eu au Cameroun sur la base de cette corruption-là. Maintenant, vous semblez bien mettre la responsabilité sur Glencore et non pas sur ces deux sociétés camerounaises accusées. Et on parle bien, chers téléspectateurs, pour éclairer l'opinion publique, on parle bien de la SNH et de la Sonara. Ce sont les deux entreprises camerounaises qui ont été citées par le groupe Glencore. Vous semblez donc mettre plutôt la responsabilité sur Glencore, c'est bien cela? Non, pas uniquement. Je parle d'un fait. Si Glencore dit que j'ai corrompu pour avoir les marchés au Cameroun, ils disent donc aux Camerounais que nous avons effectué un certain nombre de travaux sur une base qui n'est pas une base légale. Donc, le Cameroun doit leur demander des comptes. Ça, c'est d'un côté. Et maintenant, le directeur de la SNH a demandé des comptes. Certainement, il y aura une lettre que Glencore va faire où ils vont peut-être indiquer les fonctionnaires véreux, les fonctionnaires qui sont impliqués dans ce réseau de corruption. Une fois que les responsabilités seront engagées, on pourrait intenter des procès contre ces fonctionnaires et ceux-là devront rendre des comptes devant la justice. Je ne dénie pas la responsabilité de ces fonctionnaires, mais je pointe plutôt du doigt la démarche qui pourrait être une démarche que le gouvernement ou bien que les dirigeants de ces sociétés indexées pourraient mettre en œuvre. Donc, loin de moi l'idée d'encourager cette corruption, mais pour être honnête, il faut dire que de plus en plus, la corruption au Cameroun, ça devient comme une option. Ces gens donnent des pots de vin pour s'assurer de l'apanage de ces marchés publics-là. C'est ça le problème. Ils se disent que si on rentre dans la concurrence, peut-être qu'on n'aura pas les taux, on n'aura pas suffisamment de maillons pour faire la force, et puis ça qu'ils commencent à corrompre. Donc moi, je dirais qu'il faut que quand quelque chose comme ça éclate et que le directeur de la SNH dit qu'il n'a aucun compte, il ne se reproche de rien, il faut qu'il pose des actes qui nous prouvent à nous, les citoyens camerounais, qu'il ne se reproche de rien. C'est dans ce sens-là. Moi, je répondais en allant dans sa directive. Il a dit que lui ne se reconnaît pas là, ça c'est d'un, et qu'il va demander des comptes. En plus de cela, nous lui demandons peut-être d'intenter un procès contre Glencore, parce que Glencore vient de dire aux yeux de tous les Camerounais que sur les 10 années, l'ensemble des marchés qu'il a eu à gagner, sur les 10 années, l'ensemble des travaux qu'il a eu à rendre aux Camerounais sont des travaux qui ont été faits sur une base fausse. Bon, maintenant là, on se demande bien, est-ce que tous les projets qui ont été livrés par Glencore ont été bien contrôlés par les Camerounais qui étaient en charge de le faire? Ça veut dire qu'il remet en cause même la crédibilité de ceux qui étaient en charge de contrôler ces travaux-là. Donc, le gouvernement doit porter plainte à Glencore pour qu'il y ait une vue beaucoup plus claire dessus. C'est une nouvelle qui fait un grand éclat dans les rues camerounaises et même dans la société camerounaise. Plusieurs hommes politiques ont d'ailleurs réagi suite à ces déclarations du groupe Glencore vis-à-vis du Cameroun, citant donc la SNH et la Sonara d'avoir perçu des pots de vin pour pouvoir avoir un accès plus facile, parce que c'est bien de cela qu'il est question, avoir un accès plus facile au marché pétrolier au Cameroun, passer un peu par des chemins qu'on connaît, mais qu'on ne connaît pas finalement, passer par ces chemins-là pour avoir accès à nos ressources pétrolières. Mais, Guy Stéphane, on parle de 7 milliards de francs CFA. Non, pas de francs CFA, 7 milliards de dollars. Je ne vous invite même pas à convertir en francs CFA pour voir ce que cela peut donner. Ça vous donnerait le tournis. 7 milliards de dollars perçus par la SNH et par la Sonara pendant 10 années. Où est passé le top management de ces deux entreprises pendant que tout ceci se passe? Où sont passés les audits des entreprises? Comment est-ce que ceci a pu échapper aux têtes de ces différentes entreprises? Connaissez-vous le scandale Enron, Marivonne? Je vous raconte. Il y a une entreprise pétrolière aux États-Unis qui était une des plus grandes entreprises pétrolières du monde. Il y a un cabinet d'audit qu'on appelait à l'époque cabinet Arthur Andersen, qui faisait partie des Big Five, les 5 plus gros cabinets du monde, qui était en charge d'auditer les comptes de ce cabinet, de cette entreprise tous les ans. Vous savez, chaque année,
des entreprises d'une certaine forme sont obligés d'avoir des commissaires aux comptes qui font de l'audit légal et puis commettent des rapports à l'Assemblée générale des actionnaires et parfois à la Bourse des valeurs dans le cadre de cette entreprise Enron. Mais Enron avait dissimulé pendant des années et des années. En fait, ils étaient coupables d'énormes malversations financières qui remontaient à bien plus que 7 milliards. Mais ce cabinet-là n'a pas été capable de le voir. Ce que je veux vous dire, c'est qu'en matière de fraude ou de corruption, le fraudeur a des armes pour empêcher que l'on contrôle. Si vous avez des entreprises comme Enron qui ont pu frauder pendant des dizaines d'années sans qu'on les attrape, et déjà quand on les a attrapés, cela a valu qu'on reforme même le métier d'expertise comptable. Beaucoup de réformes, du moins des réformes qui ont eu lieu sur les 10 dernières années, ont été provoquées. Bon, les 20 dernières années, parce qu'Enron, ça remonte à 2000, ont été provoquées par ce scandale financier. Récemment, vous avez le scandale de Walmart. En fait, vous avez plein de gros groupes financiers avec ce genre de choses, de corruption, de malversation. Ce sont des pratiques communes, finalement. Je vais juste attirer votre attention sur le fait que quand quelqu'un fraude, généralement, il met sur pied un mécanisme pour se prémunir contre la fraude. Et c'est souvent bien plus tard. Non, moi, je ne tirerai pas directement sur la SNH et sur la SCDP pour ne pas avoir trouvé le fraudeur. Parce que c'est mon métier. Il est très difficile dans une entreprise de trouver un fraudeur parce que, par essence, il s'arrange à ce qu'on ne le détecte pas. Donc, ce n'est pas là la question. La question n'est pas pourquoi on n'a pas détecté. La question est, est-ce que notre peuple est suffisamment mature, commence à être suffisamment mature pour essayer de s'émanciper vis-à-vis de ces pratiques-là? Parce que moi, je suis beaucoup ces débats de corruption, beaucoup ces débats d'organismes qui vont lutter contre la corruption. Et de mon point de vue, peut-être qu'en le faisant, on ne s'attaque pas finalement à la source même des problèmes. La source, c'est la moralité publique. Si la majorité des Camerounais n'est pas encore prête à renoncer à ce genre de pratiques, ce n'est pas souvent par la contrainte. Parce que la contrainte permet aux fraudeurs de trouver d'autres armes. Il faut beaucoup plus que l'on trouve des sanctions positives. Qu'est-ce qu'un dirigeant gagne quand il a fait une année sans corruption? On en parle beaucoup. Aujourd'hui, je suis à votre émission un dimanche pour parler de Glencore. Mais vous n'allez pas... J'ai vu le bilan du PAD sans publicité. J'ai vu le bilan de plein d'entreprises publiques positif de la CNPS. Est-ce que vous avez fait une émission où vous invitez un membre de la CNPS pour parler de son bilan positif, de ses chiffres positifs? Non. Pourquoi? Parce que dans notre mentalité au Cameroun, on ne fait pas ce qu'on appelle la sanction positive. On ne félicite pas les bonnes choses. Mais parce qu'il y a eu Glencore, toute la semaine, ça a fait l'actualité dans tous les médias. Et même dimanche, on se retrouve encore en train de parler de Glencore. Et cela participe à ancrer dans la mentalité des Camerounais ce sensationnel-là, la corruption. Alors qu'il y a un autre pan, on peut encourager les Camerounais à bien faire. Peut-être en mettant en avant un certain nombre de leaders qui ont du succès, qui ont réussi à faire de bonnes choses. Et je pense que si on veut regarder à ce qui se fait ailleurs, c'est ce qui se passe. Vous avez, pour prendre l'exemple de grandes entreprises comme Apple, Facebook, ou bien même aux États-Unis, les entreprises du Trésor. En fin d'année, vous avez ces dirigeants qu'on met en valeur parce qu'ils ont produit tel chiffre, tel chiffre, tel chiffre. Et c'est comme ça que dans la mentalité, dans la moralité publique, on commence à injecter un nouveau souffle. Ce qu'on fait très peu au Cameroun et on pense qu'on va s'attaquer. Si on passe le temps à parler de corruption, de maladie, de malgouvernance, mais nous nous attendons pas à ce que les gens produisent un résultat différent. C'est pourquoi, quand j'ai commencé l'émission, j'ai félicité le fait que vous, en tant que journaliste, vous soyez jeune. Parce que c'est ça notre combat à nous. Demain, je n'espère pas que dans votre métier ou dans le mien, on va reproduire les mêmes pas de nos aînés. C'était leur façon de faire, c'est-à-dire montrer du doigt ce qui est mal fait. Moi, j'espère que nous, en notre moment, on pourra montrer du doigt ce qui est bien fait. Et c'est peut-être une des armes qui pourra inverser la tendance. Mais aujourd'hui... Très bien. Vous soulevez un très bon point. Nous sommes jeunes. Et c'est à nous de changer le Cameroun pour un meilleur avenir demain. Cela passe aussi par des sanctions. Vous l'avez dit. Dans le cas de cette affaire Glencore, est-ce que vous pensez réellement qu'on peut retrouver les différents responsables? Vous l'avez dit vous-même, ce n'est pas facile d'exercer un audit dans ce type de transaction. Vous l'avez dit, ce n'est pas facile de retrouver le fraudeur. Qui est responsable de quoi? Alors, l'administrateur directeur général qui demande aujourd'hui à Glencore des preuves, Adolphe Moudiki, qui demande aujourd'hui, parce qu'on a bien vu le communiqué de presse de la SNH, qui demande des preuves à Glencore. Est-ce que vous pensez réellement qu'il peut avoir une suite dans cette affaire?
Bon, il demande des preuves, peut-être parce qu'il n'est pas au courant. Si vous m'accusez ou vous accusez mon organisation... Le bandit n'a jamais reconnu qu'il est bandit. Bon, vous le savez très bien. C'est possible, mais moi je veux comprendre sa démarche. Vous êtes responsable d'une structure. On n'a pas dit que c'était lui qu'on avait corrompu. Bien sûr. Non plus. Peut-être qu'il n'est même pas au courant de qui passe les marchés. Bon, de qui gagne les marchés dans son entreprise. Peut-être qu'il a libéralisé le service ou délégué un certain nombre de fonctions. Et lui, il a demandé qu'on lui donne des noms. Si Genco avoue avoir corrompu, ils doivent certainement connaître les noms des personnes à qui ils ont donné des pots de vin. C'est plus facile pour eux de dire, monsieur le directeur, vous avez demandé des noms, voici des noms, voici des preuves de versement. Est-ce que vous pensez une seule seconde qu'ils seraient capables de donner ces noms-là? Pourquoi pas? S'ils ont été capables d'avouer qu'ils ont corrompu, est-ce que vous avouer, pensez ce n'est pas donner des noms. Non, ils ont avoué et une amende leur a été collée, ce qui signifie qu'ils continuent d'exercer de façon normale. Non, bon, je n'ai pas les méandres du procès. Ça dépend de la raison pour laquelle ils étaient attaqués. Mais si on vous contraint à avouer, le gouvernement camerounais, en portant plainte, peut-être peut les contraindre à dénoncer les personnes qui ont reçu des pots de vin. Je veux dire que il y a même les commissaires aux comptes ont, dans d'autres pays, ce qu'on appelle traque-fin. Des façons de déclarer des soupçons de malversation financière. Je veux dire, il y a des techniques, des méthodes pour détecter cela. J'ai dit que c'était difficile, mais je n'ai pas dit que c'est impossible. Dans le cas d'Enron, on a bien détecté. Mais cela a pris du temps. Pourquoi? Parce qu'il faut bien prendre connaissance du processus d'activité. Il faut un certain nombre de connaissances, de compétences que l'on acquiert même avec l'expérience qui nous permettent de détecter cela. Je n'ai pas dit que c'est impossible. Cela est faisable. Et la sanction. Mais Marie-Yvonne, on revient là-dessus. Vous avez l'impression qu'on ne sanctionne pas suffisamment les personnes qui sont corrompues au Cameroun? Moi aussi. Pourquoi? Parce que c'est pour les Camerounais, la corruption est un moyen qui est dans notre ADN. Là, je suis juste réaliste. Beaucoup de Camerounais trouvent en la corruption un moyen, même ceux qui sont souvent en charge de veiller contre le contrôle. Ce n'est pas un problème d'État, hein, c'est un problème de moralité publique. Je vais dire même dans le secteur privé. Même ceux qui sont en charge souvent de veiller contre le contrôle, une fois qu'ils ont détecté une fraude quelque part, ils trouvent un moyen de se remplir les poches. Si vous avez détecté une fraude, au lieu de la dénoncer, pour vous, vous utilisez ce que vous avez trouvé là comme un moyen d'obtenir quelque chose de la personne qui est coupable de malversation. Donc, la sanction, oui, il faut sanctionner. Mais il ne faut pas négliger ce que j'ai dit en entame. De mon point de vue, permettez-moi juste une petite digression. Il y a ce qu'on appelle, les psychologues appellent le conditionnement. Le conditionnement pavlovien. Il y en a deux types. Il y a le conditionnement positif et le négatif. Positif, si vous êtes dans une entreprise comme Adash et peut-être votre patron vous récompense chaque fois que vous faites une belle émission. Imaginez, on sort de ce dimanche, votre patron vous appelle et vous félicite. Ou bien à la fin du mois, il comptabilise vos émissions que vous avez faites dimanche et vous donne une prime de bonne émission. Vous aurez tendance à multiplier les bonnes émissions parce que vous allez vous sentir valorisé, encouragé. Les journalistes qui sont encore à l'école, vos cadettes qui sont encore en l'amphi, ils rêvent de devenir comme vous. Si elles apprennent que vous êtes félicité ici à Dash, vont vouloir devenir journalistes comme vous et vont marcher dans vos pas. Mais aujourd'hui, on a plutôt, en avant de la scène, de la télé, beaucoup de personnes qui font mal. Et ça fait qu'on perd des modèles, on perd des références, des repères. On ne sait pas à qui s'identifier. Et c'est pourquoi on est toujours soit à dire qu'on sanctionne, ça ne marche pas, soit on ne sait pas quoi faire. C'est pourquoi je profite de votre plateau, de l'espace que vous me donnez, pour dire qu'il faut peut-être qu'on commence aussi, pendant qu'on sanctionne, à mettre en avant les personnes qui ne sont pas corrompues. Parce que si je vous demande aujourd'hui, quel est le dirigeant de l'entreprise parapublique camerounaise qui n'est pas corrompu? On n'en sait trop rien. Pourquoi? Parce que vous ne cherchez pas. Mais il y en a. Ou quel est le député qui n'est pas corrompu? Quel est le maire qui n'est pas? Vous n'en savez trop rien. Pourquoi? Parce que vous ne cherchez pas. Et en longueur de journée, en longueur de soirée, de journée, nous on entend que ce qui est mal fait. On n'entend pas ce qui est bien fait. Il faut une moyenne. On sanctionne ce qui est mal fait et on encourage ce qui est bien fait. Au Cameroun, on sanctionne beaucoup plus ce qui est mal fait, mais on n'encourage jamais ce qui est bien fait. Vous, les médias... Peut-être parce que ce qui est mal fait a une incidence sur la société. Et ce qui est bien fait n'a pas d'incidence sur la société. C'est toujours ce qui est mal fait qu'on copie. On est bien d'accord, Guy Stéphane. Ce qui est bien fait n'a pas d'incidence. Vous êtes journaliste ici. Est-ce que vous êtes bien traité? Ça a une incidence, mais ça a une incidence positive. Oui, justement. C'est l'incidence positive que l'on doit prendre et mettre en avant pour que cette incidence positive-là se généralise et que l'incidence négative soit mineure. Et aujourd'hui, dans notre société, et c'est ça le problème de la corruption,
l'incidence négative est majeure. Pourquoi? Parce que les médias semblent mettre en avant cela et ne parlent jamais de ce qui est bien fait. Très bien. Aujourd'hui, les Camerounais en appellent à reconstituer les faits, tout simplement. Mettre de la lumière sur cette affaire Glencore. Que s'est-il exactement passé avec cette affaire Glencore et la SNH et la Sonara? C'est tout ce que les Camerounais souhaitent savoir. Et d'ailleurs, plusieurs hommes politiques sont sortis à cet effet, ont fait des sorties à cet effet. L'honorable Joshua aussi, du SDF, qui a fait une sortie là-dessus. L'honorable Ninche, du SDF également, qui a fait une sortie là-dessus. Le député du PCN, Cabral Libi, qui a également fait une sortie dessus pour demander qu'une enquête parlementaire soit ouverte pour reconstituer les faits, faire de la lumière, pour essayer de retrouver les différents responsables. Mais jusqu'ici, on observe, et c'est vrai que le Camerounais en a l'habitude maintenant, on observe un silence des autorités gouvernementales. Guy Stéphane, pourquoi? Parce qu'au lieu de communiquer, il faut agir. Certainement, les autorités gouvernementales sont en train d'agir. Il n'y a pas encore eu de très hautes instructions. Pourquoi? Les hautes instructions sont souvent positives, Marie-Vonne, pour régler un problème qui nous concerne. Mais là, on parle d'un scandale qui s'est passé. En fait, c'est du passé. Ce n'est pas comme si Glencore a dit on a corrompu pour un marché qu'on a eu aujourd'hui. Ils ont avoué. On a eu l'enquête sur. On a eu. Les problèmes avec les fonds Covid, les 180 milliards de francs CFA, on a presque eu un audit. Mais là, vous avez vu les instructions, un audit qui a été commis, non? Bien sûr. Vous n'avez pas vu des instructions. Et jusqu'ici, on n'a encore rien eu. Bon, on attend les instructions. Le président est le seul libre qui connaît son calendrier. Bon, moi, je ne vais pas avoir la faiblesse de demander quand est-ce que le président va ordonner les sanctions ou quoi que ce soit. Mais je pense que l'affaire au niveau de la justice, et vous savez aussi que notre justice a des délais. Des délais, je ne sais pas si vous les maîtrisez bien, moi je ne les maîtrise pas. Moi je me dis, les instructions ont été faites, un rapport est là, quand on lit le rapport, on peut voir les responsabilités qui ont été engagées par les contrôleurs, par les agents du CONSUPE, et ça a été très clair. Si les agents n'avaient pas engagé les responsabilités, si le rapport n'avait pas été commis, on aurait dit que cela n'a pas été fait. Maintenant, quant au délai, quant à la lenteur, moi je pense qu'on peut attendre. Maintenant, vous parlez des hautes instructions, moi je pense que là où il fallait faire les hautes instructions, on les a eues. Maintenant, en ce qui concerne Glencore, l'affaire vient de commencer. Elle vient de commencer. Nous sommes à une semaine, attendons demain. Peut-être que ce qu'on peut demander, c'est est-ce que Glencore va répondre? Une fois qu'ils auront répondu, peut-être que la justice camerounaise, le procureur de la République, pourrait s'en saisir. Il ne faut pas toujours attendre les hautes instructions, parce que s'il y a un crime, le procureur peut connaître de ce crime financier et puis engager des enquêtes. Peut-être c'est là où il faut qu'on demande. Peut-être le procureur n'estime pas qu'il y a assez d'éléments. Moi, je ne maîtrise pas bien comment la justice fonctionne. Et puis moi, je me demande, c'est des affaires qu'il faut toujours prendre avec des pincettes. Qui sait? Pourquoi vous pensez que ce que Glencore a dit est vrai? Parce que ça vient de Glencore, parce que ça vient de l'extérieur du Cameroun. Pourquoi vous ne donnez pas du crédit au gouvernement pour se dire que Glencore a pu faire... Peut-être que c'est quelque chose qu'on leur a demandé de faire pour les libérer dans leur procès. Ils ont dû dire quelque chose en se disant que peut-être que ça va faire juste les choux gras de la presse camerounaise et puis ça va passer. Pourquoi vous prenez pour monnaie comptante ce qu'ils disent? Mais vous ne prenez pas pour monnaie courante. Personne n'a pris pour monnaie courante. Tout ce qu'on demande, c'est que la lumière soit faite sur l'affaire. La lumière, c'est quoi? Ça peut tourner en faveur du Cameroun comme en faveur de Glencore. Ça peut être juste une diffamation. Peut-être Glencore a diffamé... On est d'accord là-dessus. Voilà, ça peut être juste une diffamation. Et si c'est une diffamation, le Cameroun a le droit, si vous me diffamez, Marie-Vonne, je peux vous pardonner. En ce moment-là, je n'utilise pas la justice. Vous poursuivre. Dans votre sens, il faut qu'on poursuive. Maintenant, je vous dis, je peux vous pardonner. Donc, peut-être le gouvernement peut décider de pardonner à Glencore et passer dessus. C'est aussi son droit. OK. Et ça mène quand même à s'interroger, on va peut-être sortir du sujet par là, ça mène à s'interroger sur les prochains projets qui sont en train d'être signés. On a eu la convention d'exploitation du fer Lobé-Kribi. Cela nous amène quand même, cela amène bon nombre de Camerounais à s'interroger sur les dessous de tels contrats. Vous vous souvenez, on en parlait encore sur quelques semaines auparavant sur ce plateau. 50 ans d'exploitation, qu'est-ce qui se passe réellement en dessous? Avec Glencore, on a eu besoin de 10 ans pour connaître effectivement les dessous, même si cela reste à prouver. Non, oui, parce que l'expression connaître, c'est une expression absolue. Hein. Bien sûr, je vous l'accorde. Je vous l'accorde. Cela mène quand même à s'interroger pour les projets futurs au Cameroun concernant l'exploitation des richesses naturelles. Marie-Vonne, oui et non. Oui, parce que dans ce sens-là, si
Glencore a corrompu les autorités camerounaises, on a le droit de se demander est-ce qu'ils n'ont pas corrompu? Non, pour deux sens. Premièrement, ils peuvent avoir diffamé le Cameroun. On n'a donc pas à s'interroger. Et le deuxième sens, c'est exactement ce dont on parlait. Même s'il y a eu corruption à la SNH, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu corruption dans 400% des entreprises camerounaises? Pourquoi c'est juste la corruption là qu'on va retenir? On ne va pas retenir aussi ce qui a été bien fait dans la SNH. Glencore a corrompu, mais est-ce que tous les travaux que la SNH a eu à commettre pendant cette période-là ont été des mauvais travaux? C'est peut-être ce raisonnement, moi, qui me fait mal. C'est-à-dire qu'on a tendance à s'arrêter uniquement sur ce qui est mal et généraliser. Ce n'est pas quelque chose qu'il faut encourager, mais en même temps, il ne faut pas qu'on se limite uniquement dessus. S'il a avéré qu'il y a eu de la corruption là-bas, je pense que il y a eu un maître à Kérémouna qui a saisi la CONAC pour que la CONAC aille immédiatement là-bas, prenne cette affaire en main. S'enquérir de la situation. Oui, mais je pense que moi, en tant que Camerounais, j'ai envie qu'à côté de Glencore, on me parle de ces dirigeants-là qui peuvent bâtir le Cameroun de demain. Ces dirigeants-là qui se démarquent. Il y en a, mais ils sont où? Il ne faut pas que chaque jour on en parle. Il faut d'abord soigner le mal avant de penser à l'avenir. Guy Stéphane Niasse. Il faut soigner d'abord la base. Si la base est pourrie, le haut ne peut pas être propre. Non, Marie-Vonne, de mon point de vue, c'est ce qu'on appelle des croyances limitantes. C'est vraiment ce qu'on appelle des croyances limitantes. Je ne connais pas l'histoire de votre média, mais vous êtes un nouveau média. Quand je regarde tout ce que votre PDG a bâti, il vient d'où celui-là? Il est le fils d'un ministre, il est le fils du président. Mais je pense que c'est un entrepreneur privé. Mais s'il avait pensé comme tout le monde qu'il faut d'abord soigner la plaie, je l'ai rencontré en bas là, quand je voulais traverser la sécurité, il m'a instruit de prendre mon badge. J'ai même compris que c'était une mesure qu'il avait mise. Mais je me demande dans son histoire, s'il avait pensé qu'il faut d'abord soigner la plaie avant est-ce qu'il aurait eu un média pareil? Et c'est quand je dis que c'est une croyance limitante, quand on finit une émission dimanche comme ça, beaucoup de jeunes comme nous vont garder dans leur esprit qu'au Cameroun, on n'a que ce type de personnes, que pour réussir ou pour avoir ceci, il faut être corrompu. Moi, j'insiste dessus parce que quand on le fait, on enfonce ces croyances limitantes dans le cerveau de plein de jeunes Camerounais et le résultat, c'est qu'on n'ose pas. On a un Cameroun où des gens ont beaucoup plus tendance à corrompre parce que dans leur tête, on a enlevé la culture de l'effort. Vous parlez de croyances limitantes, on vous l'accorde et on switch rapidement vers le deuxième thème de cette édition, c'est bien la libération de la sénatrice Elisabeth Regina Mundi qui avait été capturée depuis près d'un mois maintenant par les combattants séparatistes dans la partie anglophone du pays et puis donc elle a été libérée cette semaine et quelques heures après l'annonce par l'armée camerounaise de la libération de la sénatrice, elle a donc été accueillie à l'aéroport de Bamenda par Adolphe Lélé-Lafrique, gouverneur de la région du Nord-Ouest Cameroun. Regina Mundi, qui présentait quelques traits de fatigue, retrouve donc sa famille après un mois passé en captivité. Je vous invite à revivre ce reportage signé Adrien Nobodem. Le pas lourd, la sénatrice camerounaise Elisabeth Regina Mundi foule le tarmac de l'aéroport de Bamenda dans le nord-ouest après un mois de captivité. It's okay now, Mama. It's okay. It's okay. Tears of joy. Please. It's okay, Mama. Sans un mot, en pleurs, elle se jette dans les bras de sa fille. Bien avant l'accueil du gouverneur de la région du Nord-Ouest, Lélé-Lafrique. Nous sommes heureux de vous retrouver saine et sauve. Aussitôt que le chef de l'État a été informé de l'exploit de nos soldats qui vous ont libérés, il m'a instruit de vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à Bamenda au sein de votre famille. Votre fille ici présente peut témoigner de la grande mobilisation de toute la région, de la nation et même du monde entier. Il m'a également instruit de féliciter nos vaillants soldats qui ont agi dans le cadre de cette opération, sans oublier les populations pour leur franche collaboration. Aujourd'hui est un grand jour non seulement pour nos forces de défense,
mais pour la nation entière. Nous appelons ici tous les fils et filles de la région qui sont encore réticents à collaborer avec l'administration. Nous vous ramenons à la maison saine et sauve, avec l'assurance que vous retournerez au Sénat en toute sécurité. Les mêmes mesures seront prises pour la libération de tous les autres qui restent encore en captivité entre les mains de ces bandits. Nous ne lésinerons sur aucun moyen, mais pour cela, nous comptons sur la collaboration de tous et de chacun. La sénatrice camerounaise, enlevée le 30 avril 2022 par les séparatistes ambazoniens, n'a rien perdu de son humour. En pidgin, anglais local, elle résume simplement qu'elle était en voyage et qu'elle est de retour à la maison. Relativiser, peut-être cette philosophie qui l'a maintenue en vie pendant ce long mois. Un état d'esprit qui n'élude pas la lourde opération menée par l'armée camerounaise dans les confins de Batibo, localité du nord-ouest, où elle était gardée aux côtés de plusieurs autres otages en attendant le paiement des rançons. Elle a été kidnappée par les forces d'opposition et amenée dans plusieurs localités. Et les forces de défense ont monitoré les mouvements de ces forces. Vous vous rappelez, on rend grâce à Dieu aujourd'hui, on a menacé de la tuer, de l'assassiner. On a même demandé l'échange des prisonniers. On a demandé des rançons. Mais grâce à la témérité de l'ensemble des forces de défense et de sécurité, nous avons pu vous la ramener sain et sauf. Elisabeth Regina Mundi paraît fatiguée. Les bandages visibles sur ses pieds laissent cependant deviner les conditions dans lesquelles elle était détenue. C'est donc une brillante opération menée par l'armée camerounaise qui débouche finalement sur la libération de la sénatrice Regina Mundi. Donc on ne savait pas réellement quel était son avenir entre les mains des séparatistes. C'est une opération à saluer de l'armée camerounaise, Guy Stéphane. Oui, à saluer aussi parce que pendant qu'on avait kidnappé la sénatrice, beaucoup de personnes se demandaient pourquoi le gouvernement ne communique pas. Pourquoi l'armée ne communique pas. Pourquoi les forces de maintien de l'ordre... Une fois de plus, silence des autorités gouvernementales. Oui, et en ce moment-là, je vous écoutais bien demander pourquoi on n'a pas communiqué, pourquoi. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous pouvez comprendre pourquoi le gouvernement ne communique pas. Il y a d'une part... Dites-nous pourquoi. Pourquoi on essaye de comprendre. Parce qu'il y a d'une part la communication et il y a d'une part le travail. Dans ce genre de crise, communiquer peut-être peuvent donner des pistes à ces preneurs d'otages sur ce qui est en train d'être fait. Peut les rassurer parce que parfois ils ont besoin qu'on communique pour savoir ce que le gouvernement pense, pour savoir les démarches que le gouvernement est en train de mettre sur pied. Or, quand on ne communique pas, ils ne savent pas. Et le gouvernement donne des moyens pour faire en sorte que ce qu'on a vu là se produise. Et je tenais à les féliciter. Je suis très content pour cette sénatrice qui peut retrouver sa famille parce que j'ai été horrifié par cette vidéo où on la contraignait à lire un test, où je me demandais bien dans quelles conditions elle avait pu vivre pendant ces moments-là. Mais je sais que les forces armées ont dû travailler. J'ai même lu dans le communiqué que apparemment les populations ont aidé les forces armées. C'est pour dire que les populations de ces régions-là ont compris que, pas qu'ont compris, ont décidé de mettre fin, de participer à mettre hors d'état de nuit tous ces terroristes-là. Parce que terroriste, c'est quelqu'un qui a des armes, qui sème la terreur, qui kidnappe, qui font tout ce qu'ils font là. Donc moi, je tenais à féliciter l'armée. Également les populations sans qui rien de tout ça ne serait possible parce que l'armée ne prend pas les informations dans le ciel. Il faut bien que les populations leur donnent des renseignements. Donc, je suis très content pour cette sénatrice. Très bien. Coup de force de l'armée camerounaise. Je vais peut-être vous poser une question à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout, mais il est question d'éradiquer le mal.
de résoudre le problème. Alors, je vous pose cette question, Stéphane Niasse. Est-ce que vous pensez réellement que la sénatrice a été enlevée par des combattants séparatistes? Vous comprendrez plus tard pourquoi je vous posais la question. Oui, tous les éléments que j'ai à ma possession me font croire que c'était des combattants. Vous vous dites quoi? Que ce n'est pas des combattants, Marie-Yvonne? Je vous pose la question. Répondez simplement à la question. Mais j'ai répondu. Vous pensez qu'elle a été kidnappée par des combattants séparatistes? Absolument. Cela voudrait dire que l'armée camerounaise sait exactement où se trouvent les QG, on va les appeler ainsi, les QG de ces différents combattants séparatistes. On est à 5 années de la crise anglophone aujourd'hui au Cameroun. 5 années. Pourquoi l'armée camerounaise ne multiplie pas de telles opérations pour que finisse cette crise au Cameroun? Non. Parce qu'une opération comme celle-là, on comprend bien que l'armée camerounaise est très bien informée. Vous l'avez dit, les populations ont coopéré. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne neutralise pas ces combattants séparatistes depuis le temps? La question était belle, mais la digression, c'est peut-être la conclusion de la question qu'on peut remettre en cause. Arrangez, Guy Stéphane. S'il vous plaît. Première chose, les populations ont coopéré. Ce qu'elles ne faisaient pas hier. Okay. Hier, les populations participaient au combat des sécessionnistes en les encensant. Moi, j'ai vu des marches où les populations marchaient avec les sécessionnistes encourageaient. Mais aujourd'hui, que les populations se rendent compte que ces sécessionnistes tuent, violent, volent, pillent leurs frères, leurs sœurs, les populations... C'est depuis... Non, mais je veux dire... C'est depuis qu'ils tuent, mais pillent et volent leurs il a sœurs, fallu que cela traverse le Rubicon. Moi, j'ai vu des vidéos où les populations font même de la justice populaire aux sécessionnistes. Je ne sais pas si vous les avez vus, mais moi, je les ai vus. Parce que les populations pensent aujourd'hui que ces sécessionnistes-là ont franchi le Rubicon. Autre chose, Marie-Yvonne, l'armée ne peut pas connaître toutes les bases, ou bien ces sécessionnistes n'ont pas forcément des bases claires. Peut-être qu'il faut qu'on s'informe beaucoup plus en matière de kidnapping, comment ça se passe. C'est parfois des coups montés, c'est parfois des choses qu'on improvise, c'est parfois des choses qui ne sont pas préparées, ou bien c'est parfois des choses comme ce qu'on a vu là, avec un but, qu'on libère les prisonniers qui sont en Kondengui, les prisonniers qui sont enfermés, pour rançonner, qu'on utilise la sénatrice comme une rançon. L'armée a donc utilisé les informations qu'elle avait pour sortir la sénatrice. Cela ne veut pas dire que chaque fois qu'il y a kidnapping, l'armée a l'exclusivité des informations. Mais l'armée a les moyens d'arriver où se trouvent ces combattants séparatistes. L'armée nous a très bien prouvé à travers cette opération, d'ailleurs, qu'on a saluée, nous a prouvé qu'elle a des moyens pour mener ce genre d'opération. Mais parfois, les sécessionnistes tuent. S'ils avaient tué la sénatrice, moi j'ai vu plein de kidnappings, même des hommes qu'on capture, des délégués. Après, on les tue immédiatement. Ils finissent, ils tuent. Il faut qu'on distingue ces terroristes qui sont absolus, radicaux, et ceux qu'on dit contingents, qui veulent négocier, qui capturent parce qu'ils se disent qu'on veut obtenir quelque chose, une rançon. Ceux-là veulent négocier et gardent, et donnent donc la possibilité à l'armée soit de négocier, soit de retrouver la personne. Mais il y en a d'autres, on a vu. Moi, j'ai vu des horreurs où on prend quelqu'un, on ouvre le ventre, on coupe la tête, on le jette en route. Avec cela, comment vous faites? Ils font la vidéo, ils mettent sur les réseaux sociaux. L'armée n'a pas les moyens. L'armée a les moyens quand on kidnappe, quand on garde la personne, Marie-Yvonne. Si vous ne gardez pas la personne, comment l'armée va faire? Et c'est la guerre. On s'interroge. Allez-y, allez-y. C'est la guerre. Parce que quand la guerre commence souvent, on ne sait pas comment ça se passe. Nous devons nous informer sur comment les guerres se passent aussi ailleurs. Ça, ce sont les dommages collatéraux des guerres. Parce qu'une fois que vous avez donné des armes aux gens qui n'avaient pas l'habitude d'avoir des armes, des gens qui aujourd'hui se sentent tout puissants, ils peuvent se dire, je peux me réveiller, je m'en vais kidnapper n'importe qui, je la garde chez moi, je demande une rançon. Aujourd'hui, peut-être c'est une sénatrice, mais il y a plein de personnes qui ne sont pas sénateurs, mais que les familles payent pour libérer 5 millions, 10 millions. Moi, plusieurs fois, j'ai été mise à contribution dans les groupes WhatsApp où on a kidnappé quelqu'un dans la zone anglophone du Cameroun, où il faut cotiser pour avoir quitte 5 millions, 3 millions pour aller libérer cette personne-là. Et puis quand on donne l'argent, la personne est libérée. Ou bien j'ai même vu des gens qui payent pour avoir l'opportunité d'enterrer un mort dans le village. Donc, ce sont les réminiscences de la guerre et c'est l'opportunité pour nous de voir à quel point la guerre est mauvaise et de tout faire pour que cette guerre cesse
et que cette gangrène ne continue pas dans toutes les autres zones du Cameroun. Très bien, on s'interroge quand même, hein, Guy Stéphane, on ne va pas s'empêcher de s'interroger. Nous sommes des journalistes et c'est ce pourquoi nous avons été formés, se questionner, s'interroger, faire la lumière sur des situations. Et pour cette situation précisément, celle du kidnapping de la sénatrice Elisabeth Regina Mundi, on s'interroge. On a une certaine chronologie des événements. La sénatrice est kidnappée. Les combattants séparatistes lui font lire un document à travers lequel elle renonce au parti au pouvoir auquel elle appartient. Elle renonce à un certain nombre de choses. Et puis, suite de l'affaire, les séparatistes réclament au gouvernement camerounais de faire libérer 75, je crois que c'est cela, pas moins de 100 de leurs, on va dire comme ça, confrères incarcérés dans les geôles camerounaises. Faute de quoi, la sénatrice sera exécutée avant le 20 mai. Nous sommes le 5 juin. Elle sera exécutée avant le 20 mai. Les autorités ne clignent pas d'un seul œil puisqu'il n'y a pas eu de communiqué à cet effet. Le 20 mai passe, on se demande, l'opinion camerounaise se demande si la sénatrice est réellement en vie. Alors on se pose la question et après le 20 mai, plusieurs jours plus tard, on vient vous dire, l'armée a mené une opération avec succès. La sénatrice a été libérée. Quand vous essayez d'analyser la chronologie de ces événements, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui cloche, Guy Stéphane? Ce qui cloche, c'est le fait que nous ne sommes pas initiés à la négociation de l'armée. Est-ce qu'il n'y aurait pas une négociation? Justement, c'est ce que je dis. Nous ne sommes pas initiés aux techniques de négociation militaire. De deux, nous n'étions pas dans le secret de l'armée. Okay. Donc, on ne peut que s'interroger et féliciter l'armée pour le bon travail qu'ils ont fait. On souhaiterait qu'il y ait toujours des silences comme ça et beaucoup plus de résultats. La sénatrice, elle aurait pu être exécutée. Pourquoi cela n'a pas été fait? Puisqu'on sait que ces combattants respectent bien leurs paroles, s'il y a une chose qu'ils respectent. Non. Ce que nous ne savons pas, c'est distinguer les radicaux des contingents. Okay. Mais l'armée sait le faire. L'armée, peut-être à travers la façon de parler, ils ont des psychologues peut-être là-bas qui peuvent détecter en fonction de ce que vous demandez, si vous êtes prêt à aller jusqu'au bout ou pas. Et puis certainement, ils étaient en contact avec ces gens-là et au fil de la négociation, ils ont pu trouver des moyens de les empêcher de passer à l'action. Quand vous avez des terroristes radicaux, il n'y a pas moyen de négocier parce qu'eux, ils vont passer à l'action. Mais les contingents ont réussi toujours à négocier parfois. Parfois, ils gagnent. Et bien souvent, l'armée gagne. Donc, on félicite l'armée pour cela. Et puis, nous n'allons pas chercher à connaître ce secret-là parce que cela s'apparente à chercher à connaître le sexe des anges. L'armée ne va jamais nous dire. On ne pourra que spéculer, mais ce qui est sûr, c'est que quand vous-même vous l'avez dit à l'entrée de ces débats, Marie-Yvonne, la sénatrice avait une mine fatiguée. Quand j'ai vu ces vidéos-là, le soulagement qu'elle avait, c'est qu'elle ne jouait pas là-bas. On est d'accord là-dessus. Elle n'était pas dans un endroit où elle n'a pas pensé qu'elle allait mourir. Même lorsqu'elle lisait ce communiqué, moi j'avais froid dans le dos parce que vous voyez la contrainte. Et donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que c'était un coup monté ou quoi que ce soit. Moi, je pense plutôt que l'armée a dû négocier parce qu'ils avaient en face d'eux des terroristes qui avaient des objectifs et qui n'étaient pas prêts à aller jusqu'au bout. En tout cas, cela fait 5 années déjà que cette crise anglophone dure dans les régions du nord-ouest et sud-ouest Cameroun. Et c'est notre souhait que l'armée camerounaise multiplie ce type d'opération pour parvenir à la fin de cette crise sociopolitique du côté des régions anglophones du Cameroun. On va aborder notre troisième sujet pour cette édition et nous allons prendre la direction de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Vous comprendrez bien pourquoi on met les deux pays tous ensemble. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est donc en Angola. Il a été en Angola cette semaine à l'invitation de son homologue João Lourenço. Et ce dernier va donc servir de médiateur pour apaiser la tension grandissante entre le Rwanda et la RDC. Il faut préciser d'ailleurs que des premières mesures ont été prises pour la bonne conduite de la médiation au cours de leurs échanges. Pour comprendre pourquoi les deux pays ont besoin d'une médiation, je vous invite à regarder ce reportage de Serge Bertrand ici. L'objet de la visite du président Tshisekedi en Angola est clair. Discuter avec le médiateur João Lourenço de la crise diplomatique qui existe actuellement entre la République démocratique du Congo et son voisin rwandais,
depuis la reprise des combats entre les rebelles du M23 et le gouvernement congolais. Les deux États s'accusent mutuellement d'atteinte à leur intégrité territoriale respective. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir le M23 pour déstabiliser la région orientale de la RDC et piller ses ressources minières. Kigali, pour sa part, reproche à la RDC de servir de base arrière aux rebelles pour attaquer son territoire. À l'issue des échanges, Félix Tshisekedi a accédé à la demande de Joao Lourenço, promettant de libérer les 2 soldats rwandais capturés par l'armée congolaise. Et le président rwandais Paul Kagame a convenu par téléphone avec le médiateur de la tenue d'un sommet à Luanda, auquel prendront part les 2 chefs d'État. Par cette initiative, le président angolais se charge de jouer la médiation pour l'apaisement des tensions entre les 2 États voisins. Merci Serge Bertrand ici pour ces différentes précisions sur la médiation entreprise donc depuis quelque temps par le président angolais Joao Lourenço au sujet des tensions qui ne cessent de perdurer entre le Rwanda et la RDC. Vous avez quand même connaissance, Guy-Stéphane Yassé, sur l'origine de ces tensions entre la RDC qui accuse le Rwanda de financer le groupe rebelle M23. Vous avez une idée là-dessus? Oui. Et parallèlement, le Rwanda accuse aussi la RDC de financer des rebelles. Chez eux, je crois que c'est le FD, j'ai oublié le sigle, mais c'est des accusations qui sont mutuelles. Moi, je comprends cette crise d'une façon. Aujourd'hui, les Africains, les dirigeants africains ont rendez-vous avec l'histoire. Ils ont le choix d'apprendre à résoudre leur discorde par les armes ou par la diplomatie. Je pense que le président Paul Biya, à un moment donné, s'était illustré comme un maître avec l'affaire Bakassi. Et pour qu'un peuple s'émancipe, pour que nous prenions une autre direction, je parle de l'Afrique, il faut qu'on favorise de plus en plus la diplomatie que la guerre. La diplomatie, ça implique le débat, la négociation, les accords. Et c'est cela qui pourra permettre à l'Afrique de prendre un nouvel essor. Parce qu'on se rend compte que c'est comme si ces dernières années, les peuples africains ont tendance à beaucoup plus préférer les armes. Et au Cameroun, en RDC ou dans la majorité de ces petits pays africains, on se rend compte que les armes sont de plus en plus en vogue. Je veux dire que les groupes armés se forment de plus en plus. C'est juste déplorable. Et moi, c'est une émission comme ça permet aux jeunes Africains que je suis de s'interroger sur la pertinence de la diplomatie africaine. Est-ce que les Africains sont capables, sont mûrs pour utiliser la diplomatie au lieu des armes? Puisqu'on regarde même récemment le conflit russo-ukrainien, où on a vu des grands dirigeants occidentaux qui nous ont montré qu'il y a une certaine faiblesse parce qu'on n'a pas pu, via la voie diplomatique, trouver une issue. Et aujourd'hui, cette tendance-là commence à se généraliser en Afrique. Moi, je me demande, est-ce que nous, les Africains, ne sommes pas capables? Parce que je ne veux pas rentrer dans le débat de savoir qui a tort, qui a raison. Parce que quand vous regardez le fond, chaque dirigeant accuse l'un d'être responsable des groupes armés. Et cela remonte à depuis longtemps, depuis pratiquement le génocide au Rwanda en 1994. Quelles sont les pistes diplomatiques qui sont envisageables, tant du point de vue de la RDC que du point de vue du Rwanda? Quelles sont les pistes diplomatiques envisageables du point de vue de l'Union africaine pour que cette crise trouve au moins une certaine stabilité? Il faut bien que nous, à l'échelle globale, pensions que ce n'est que la diplomatie qui a comme ultime recours pour résoudre ces problèmes-là. Si on a toujours la faiblesse de penser qu'on peut se armer, on peut menacer, on peut utiliser les armes que l'on a, je pense que notre continent va être toujours en train de régresser. De mon point de vue, il faut bien que la diplomatie africaine s'illustre bien en ce moment-là. Les deux pays qui ont donc fait appel, pas les deux pays, mais l'Union africaine, à travers son président Macky Sall, qui a donc fait appel à une médiation, celle de Joao Lourenço. Mais est-ce que vous pensez que cette médiation réellement portera des fruits entre ces deux pays? Déjà, il faut féliciter cela, l'Union africaine qui joue son rôle de favoriser la négociation, la diplomatie. Maintenant, elle peut porter les fruits si les dirigeants sont disposés. Espérons bien simplement que Félix Tshisekedi, qui est le nouveau président, qui semblait vouloir rompre. Et qui, depuis son arrivée au pouvoir, les choses semblaient s'apaiser entre les deux. Semble vouloir rompre avec cette tradition de guerre
et vouloir instaurer quelque chose de nouveau, ou bien le président Kagame, espérons qu'ils seront en même d'accepter cette négociation-là. Parce que, comme dans toutes les négociations, le problème que l'on a, si on veut prendre l'exemple sur ce qui s'est passé ici dans la crise anglophone, c'est que lorsqu'on vient à une table de négociation, on doit savoir qu'il y a la position plus et la position moins. On ne peut pas sortir avec plus et moins. On doit sortir avec une position neutre. C'est-à-dire que moi, je perds quelque chose. La notion de compromis, qui est différente de la notion de la démocratie, qui est différente de la notion, et on parle de compromis, de démocratie et de dictature, si vous voulez bien. Dans la démocratie, c'est la majorité qui gagne. C'est-à-dire qu'on a une élection, la majorité a gagné. Dans le compromis, on a deux points de vue, mais on prend un point de vue de chaque personne. Et généralement, dans la diplomatie, c'est ce qui doit prévaloir. Donc, il faut bien que le président de la RDC se dise, bon, je vais à une table de négociation, qu'est-ce que j'ai à perdre? Qu'est-ce que j'ai à gagner? Pareil pour le président du Rwanda, s'il se dit cela, on va sortir de cette crise. Mais si chacun reste cantonné sur sa position et veut absolument avoir une victoire, je pense que cette crise va s'enliser. Et cela va nous faire du mal à nous, les Africains. Très bien. Je vais vous amener à une petite réflexion pour sortir Guy Stéphane Niasse de ce programme. Le Conseil norvégien des réfugiés a publié son rapport annuel et celui de 2021 stipule que parmi les 10 premières crises observées dans le monde, les 10 premières crises humanitaires sont observées en Afrique. Alors, est-ce qu'il n'est pas temps pour les pays africains de se dire on se met tous ensemble? Est-ce qu'il n'est pas temps pour les Africains de se dire ce n'est pas mon frère l'ennemi, mais l'ennemi est ailleurs? Pour que ça arrive, il faut que dans nos familles, l'aîné, le cadet et les frères se disent que... Cela part des familles d'abord. Oui, c'est des familles. On commence par la famille, ensuite le clan, la tribu, ensuite la tribu, le clan, la tribu, l'ethnie, le pays, la nation. Si au niveau de nos familles individuelles... Vous comprenez donc avec moi et vous me rejoignez quand on dit qu'il faut retourner à la base. Oui, mais positivement. Parce que si on n'a pas de bases solides... Oui, on dit la même chose, sauf que les médias mettent en avant ce qui est négatif. Moi, je veux qu'on mette à la base ce qui est positif. Quand on va retourner dans les familles, ce n'est pas pour dire dans la famille que Marivonne, ton cadet est corrompu, ton cadet est voleur. Non, c'est pour dire Marivonne est journaliste. Inspirez-vous de Marivonne pour avoir un métier digne. Ainsi de suite. C'est de promouvoir au sein de nos familles, de nos nations, des valeurs positives. Parce que les nations sont transformées, pas par la masse, mais par des hommes de valeur. Si chaque famille a un homme de valeur, le pays va se retrouver transformé. Moi, je connais des familles où il y a une seule personne qui a émergé. Et parce que cette personne a émergé là, cette famille-là a brisé le déterminisme social. Et il y a une notion même qu'on utilise souvent, la notion de transfuge. Un transfuge, c'est quelqu'un qui a réussi à braver l'échelle sociale. Parce qu'il était né dans un environnement où il était condamné à ne pas réussir, mais par le travail, parce qu'il a été inspiré par des hommes de valeur, parce que lui-même est devenu un homme de valeur, il a brisé cette échelle et s'est retrouvé de l'autre côté. Et vous avez des transfuges qui ne vont pas de l'autre côté tout seuls, qui prennent toute leur famille et vont avec leur famille. Donc, si on a dans notre nation camerounaise beaucoup de transfuges, ou dans les pays africains beaucoup de transfuges, on aura l'essor d'une classe moyenne. C'est ce qu'on n'a pas en majorité au Cameroun, dans les pays africains, la classe moyenne, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas riches ou très riches, ni pauvres, qui sont indépendantes, qui ont de quoi manger dans leur assiette, qui ont un travail, qui sont nobles, qui peuvent dire non ou oui, qui peuvent dire je ne vote pas, qui peuvent dire non, je prends pas un pot de vin parce que je suis noble. Et c'est de là où on doit aller. Comment faire? Ce n'est pas en disant tout le temps c'est Paul Biya qui est responsable qu'on va y arriver. On va y arriver en reconnaissant qu'il y a des choses qui ont été faites d'un côté, il y a des choses qui ont amélioré d'un côté, et puis on se focalise sur ce qui est bien fait, ce qui est amélioré. Je n'ai pas dit qu'on ne sanctionne pas, mais je dis on se focalise sur ce qui est bien fait, qui est amélioré. Et cela va nous inspirer. Il y aura comme un effet miroir parce que nos neurones vont commencer à réagir en fonction de ce qu'on a apprécié. On va être des citoyens valeureux, de bons citoyens, et demain ou après-demain, on pourra avoir un Cameroun qui s'est émancipé. Un Cameroun où il y a des hommes de valeur, une Afrique où il y a des hommes de valeur, où on peut parler d'émancipation. Guy Stéphane, nous allons vous dire merci.
d'avoir accepté notre invitation pour le compte de ce programme, le Grand 7 sur Dash TV News. Vous qui essayez de vous frayer un chemin dans la politique camerounaise, nous vous souhaitons bonne chance en espérant très bientôt de vous avoir de nouveau sur notre plateau. Merci Marie-Vonne, merci de m'avoir invité. J'espère être très bientôt sur votre plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs. Souvenez-vous, être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est également vivre d'une façon qui respecte et qui renforce la liberté des autres. Souvenez-vous toujours de cette relation de Nelson Mandela, de regretter mémoire. Je vous retrouve, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une toute nouvelle édition de votre programme hebdomadaire Le Grand 7 sur Dash TV News. En attendant, restez scotchés sur nos différentes antennes. L'actualité se poursuit.